Salut à tous, c'est Vince, le youtubeur le plus régulier de France, et aujourd'hui c'est l'été, on se fait chier, y a personne sur YouTube, du coup c'est le moment parfait pour vous parler de l'intelligence artificielle, et plus particulièrement des réseaux neuronaux. L'intelligence artificielle a explosé ces dernières années, même si elle existe en réalité depuis la création des ordinateurs. On entend beaucoup de choses autour de l'IA, et il y a de grands hommes qui sont penchés sur la question, comme par exemple Stephen Hawking qui nous dit « La création de l'intelligence artificielle sera le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. » Mais il pourrait aussi être l'ultime. Une telle forme d'intelligence pourrait s'émanciper et même améliorer sa propre conception à une vitesse toujours croissante. Les humains, limités par leur évolution biologique lente, ne pourraient pas rivaliser et seraient ainsi détrônés. Bon, je vous rassure, même si on avance très vite dans ce domaine, on est encore loin de cette dystopie. D'ailleurs, l'intelligence artificielle que nous allons voir dans cette vidéo est plutôt simple, elle va réaliser une tâche très basique. Bon, faut savoir que l'intelligence artificielle c'est un domaine super vaste, c'est un peu comme quand un mec te dit qu'il est informaticien, ça veut un peu rien dire. On va donc se concentrer dans cette vidéo sur la création de réseaux neuronaux artificiels. Pour suivre cette vidéo, vous n'avez pas besoin d'être un expert en quoi que ce soit, je vais essayer d'expliquer le plus clairement possible chaque notion. En revanche, il vous faudra par moment un bon bagage mathématique pour comprendre certaines notions. Faut pas oublier que l'informatique, c'est des maths. Je vais donc commencer par vous expliquer ce qu'est un réseau de neurones. Un réseau de neurones artificiels, c'est en fait une collection de neurones qui sont reliés entre eux par des synapses. Il y a 3 couches. La couche d'entrée dans laquelle on va rentrer nos données. Ensuite, la couche qui est dite cachée. C'est une couche qui peut être de très très grande taille, c'est notamment là qu'on va parler de deep learning. Mais cette couche n'est pas obligatoire, on peut faire sans. Et puis enfin, on a la couche de sortie avec notre résultat final. Les cercles représentent nos neurones, et les traits reliant ces cercles représentent les synapses. Chaque synapse comporte un poids. Ce poids représente en réalité la force de connexion entre deux neurones. Alors j'ai dû en perdre quelques-uns là, mais n'ayez pas peur, on va voir un exemple concret juste après. Alors avant de vous donner un exemple, on va juste voir comment fonctionne en fait ce réseau de neurones. Donc il y a plusieurs étapes à respecter et à suivre dans cet ordre-là. Donc la première étape, ça va être de multiplier nos valeurs d'entrée par le poids des synapses. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'appliquer une fonction d'activation. En l'occurrence, ici, on va utiliser la fonction sigmoid, c'est une des plus utilisées. Ensuite, on va calculer l'erreur. Donc, en fait, la fonction sigmoid va nous ressortir une valeur. Donc, cette valeur de sortie, ça va être notre valeur finale. On va comparer cette valeur-là à la valeur qu'on aura dû obtenir, et c'est là qu'on va obtenir notre erreur. Ensuite, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'algorithme du gradient pour définir différentes choses. On verra ça plus tard. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de modifier le poids des synapses pour avoir des résultats différents. Et ensuite, la dernière étape, ça va être d'entraîner notre machine à faire ça plusieurs fois pour obtenir des valeurs proches de la réalité. On a donc cet exemple concret. J'ai ce réseau neuronal et on va essayer de le résoudre. Donc, on va déjà faire la première étape. Je vais vous expliquer seulement celle-là pour l'instant. Donc, c'est ce qu'on appelle la propagation avant. Donc, c'est les étapes de multiplication des poids avec les valeurs et l'application d'une fonction d'activation. Donc, dans notre exemple, on a 2 valeurs d'entrée, 3 valeurs cachées et une valeur de sortie. Nos 2 valeurs d'entrée, ce sont 2 et 9. On voit qu'il y a des poids correspondants pour chacune des synapses. Donc, par exemple, si je prends 2, on voit qu'il a 0,2 en poids pour la première synapse, donc celle qui va sur le premier neurone des neurones cachés. Et si je prends 9, lui c'est 0,8. Donc la première étape, je vous ai dit, c'est quoi? C'est multiplier nos valeurs d'entrée par la valeur des synapses. Donc on va faire 2 fois 0,2. Donc vous voyez 2 c'est ma valeur d'entrée, 0,2 c'est son poids correspondant. Plus 9 ma valeur d'entrée fois 0,8, donc qui est la valeur de son poids. On obtient donc 7,6. À cette valeur-là, on va appliquer la fonction sigmoid. Comme je vous ai expliqué, c'est la fonction d'activation. Donc il en existe plusieurs dans le monde de l'intelligence artificielle, mais moi en l'occurrence, je vais utiliser la fonction sigmoid. Elle est intéressante parce qu'elle nous donne des valeurs dans l'intervalle 0 et 1. Donc la sigmoid de 7,6, c'est 1 divisé par 1 plus e à la puissance moins 7,6, ça nous donne 0,9994. On peut voir, c'est la valeur qui est sur notre schéma. Ensuite, on répète la même opération 2 fois en fait pour les 2 autres synapses et on voit qu'on obtient donc 0,9994, on obtient 1 et on obtient 0,9984. Donc ces 3 valeurs-là, même principe, pour obtenir la valeur de sortie, on va devoir les multiplier par leur poids. Donc 0,9994 fois 0,4 plus 1 fois 0,5 plus 0,9984 fois 0,9, ça nous donne donc 1,79 et la sigmoïde de 1,79 c'est bien 0,85. C'est donc la valeur finale de sortie de notre synapse.
Alors là, si tout va bien, vous avez toujours rien compris. Et c'est normal, n'ayez pas peur. C'est pas vraiment un cas concret. On sait pas à quoi correspond notre valeur de 9, notre valeur d'entrée, et on sait pas à quoi correspond notre valeur de sortie. C'est plutôt flou. On va donc voir un cas concret et enfin commencer à coder. Je vais tout programmer en Python. C'est un des langages les plus utilisés en intelligence artificielle, déjà parce qu'il est simple, et ensuite parce qu'il y a plein de bibliothèques déjà disponibles. Si vous souhaitez reproduire les mêmes codes que moi, je vous conseille de télécharger Anaconda. Il va vous permettre d'avoir déjà énormément de bibliothèques de Python disponibles sur votre machine. C'est donc parti, prenons un cas concret. Imaginons que je sois botaniste. Je me suis amusé à mesurer la largeur et la longueur des pétales d'une fleur, ainsi que leur couleur. J'ai noté tout ça dans un petit tableau, et je suis bien content, j'ai mon tableau avec mes valeurs. Par contre, je me rends compte que j'ai oublié de mettre la couleur pour une fleur. Je vois qu'elle a une longueur de 4,5 et une largeur de 1. Du coup, c'est un peu bête, je connais pas la couleur. Je vais donc créer une intelligence artificielle qui va être capable de me donner la couleur d'une fleur suivant sa largeur et sa longueur. On se retrouve donc sur ma machine, on va pouvoir enfin commencer à coder. Donc, j'ai lancé Visual Studio Code qui va nous permettre de coder, donc c'est l'éditeur que j'utilise pour coder. J'ai lancé également Anaconda, comme vous pouvez le voir ici, ça se représente sous cette forme-là. Et je vais lancer Jupyter-Lab, c'est un outil, vous allez voir, qui est super intéressant, ça va me permettre de vous montrer quelques notions ou des exemples si vous comprenez pas très bien. Par exemple, en fait, ici, on peut écrire directement notre code Python et l'exécuter après. Si par exemple, je fais 3x3, contrôle entrée, on a la valeur qui est juste ici. Donc ça va être sympa pour vous montrer différentes notions. Donc c'est parti, CTRL N, on crée un nouveau fichier, on l'enregistre, on va l'appeler first.ai.py. Alors la première étape, ça va être d'importer NumPy. En fait, c'est une bibliothèque qui va nous donner beaucoup d'outils mathématiques, notamment pour la gestion des matrices, surtout pour ça que je vais utiliser dans cette notion. Mais c'est vraiment intéressant pour beaucoup de choses, notamment en mathématiques. NP, donc ça va être le raccourci, on va pas écrire NumPy à chaque fois en fait.